On va passer désormais à notre second débat. Alors c'est un mal qui ronge notre société. Les Français sont de plus en plus nombreux à remettre en cause la parole scientifique. Cette crise de confiance, elle ne date pas d'hier, mais elle a été considérablement renforcée par la crise Covid, où on a vu se développer tout un tas de théories, soit farfelues, soit complotistes, soit carrément des fake news. Alors contre la vaccination notamment. Alors comment on peut remédier, on peut soigner ce mal et redonner du crédit à la parole de nos chercheurs, de nos médecins? Comment on ramène de la raison et des arguments dans des débats où règne souvent la suspicion ou l'invective? Eh bien, on va faire l'autopsie d'une défiance dangereuse pour la démocratie. C'est un sujet de Jonathan Dupriez. Vous êtes déjà venu chez nous? Dans cette officine parisienne, on ne se bouscule pas au portillon pour se faire vacciner contre la grippe saisonnière. C'est une petite aiguille indolore, les gens se sentent quasiment rien. Encore faut-il avoir des patients. Car la campagne patine, moins 20% de doses injectées par rapport à l'année dernière sur la même période, soit 1 600 000 vaccins de moins que l'année passée. Il y a une certaine défiance sur la vaccination, un ras-le-bol. Tout le monde a un avis sur tout, tout le monde est venu virologue. Une défiance, des doutes que la pandémie semble avoir exacerbés. Face aux inquiétudes des Français, les scientifiques ont été sursollicités et utilisés par le monde politique pour tâtonner dans la crise, au risque d'embrouiller les messages. Il y a eu peut-être de la part des instances gouvernementales des allers-retours qui étaient un peu douteux. Mais les gens se laissent avoir avec des raouts, des médecins à la noix qui veulent se faire de la publicité. Sur le sujet, les enquêtes d'opinion semblent plutôt rassurantes. Une série d'études réalisées sur 30 ans par le CNRS montre une confiance élevée en la science. Près de 9 Français sur 10 croient en elle. Un résultat flatteur, mais qui pour certaines figures du monde scientifique ne suffit pas à mettre la matière à l'abri des remises en question. Le charlatan, qui est une fable de Jean-Pierre Clarisse de Florian. Catherine Bréchignac est une physicienne de renom, membre de l'Académie des sciences. Sur le Pont-Neuf, entouré de badauds, un charlatan criait à pleine tête. « Venez messieurs, accourez faire emplette. De grands remèdes à tous les maux. Vite !» Je m'approchais pour voir ce beau trésor. C'était un peu de poudre d'or. Voilà. Qu'est-ce que signifie cette fable? Mais justement, ça veut dire que vous vous faites avoir par des charlatans. Dans son dernier ouvrage, elle s'inquiète de la montée en puissance des récits alternatifs et autres théories complotistes face à une vérité scientifique plus vulnérable que jamais. La science, c'est un protocole qu'on construit petit à petit, comme on construit une maison avec des briques, et on l'a mise au niveau de l'opinion, en fait, on n'a plus rien pour se raccrocher à quelque chose qui conduit à la vérité. Je crois qu'il faut informer, il faut éduquer, il faut apprendre aux gens, et aux jeunes surtout, à reprendre le questionnement. Informer, éduquer, le CNRS en a fait l'un des axes de sa communication. Le plus grand institut de recherche français a créé en 2017 une chaîne YouTube pour mieux expliquer ses travaux au grand public. Les chercheurs de la région parisienne se sont intéressés à la modélisation mathématique des mouvements de foule. Et l'équipe en charge du programme vient d'inaugurer son nouveau studio. Alors là, c'est le studio où on tourne les épisodes d'une de nos séries qui s'appelle Un zeste pour la planète, qui est consacrée essentiellement à des thématiques qui sont liées à l'environnement. Et donc on fait grosso modo un tournage tous les mois et demi ici. Avec des sujets concernants au ton accrocheur, le CNRS entend vulgariser la science, sans pour autant compromettre sa rigueur. Il y a quand même un mouvement de défiance envers la science qu'on a vu notamment autour du Covid, de la crise du Covid, et qui montre qu'il y a vraiment un besoin de donner de l'information qui soit fiable, de sortir un peu de l'aridité des publications scientifiques et de donner une sorte d'attractivité quand même à ce qu'on raconte. C'est de sortir un peu des tours d'ivoire des labos et de montrer que la science, c'est extrêmement important, mais surtout c'est passionnant en fait. Et la stratégie semble payer. La chaîne compte aujourd'hui 45 000 abonnés et près d'1 500 000 vues pour l'ensemble de ses vidéos. L'idée, c'était de capter leur attention, les intéresser, les émerveiller avec les sujets de science et puis de leur montrer qu'en fait, la science, elle est partout. Elle est dans leur téléphone, elle est autour d'eux dans la nature et que la science, en fait, elle concerne tous les grands enjeux aujourd'hui, changement climatique, l'énergie. Avec plus de 80 vidéos déjà produites, le CNRS planche sur de nouveaux projets pour expliquer la science. L'Institut de recherche pourrait se pencher sur l'histoire des sciences dans de futurs programmes pour le web.
Alors, Haro sur la science, ou plutôt comment réhabiliter la science et la parole scientifique. On en parle ce soir avec mes invités. Bonsoir Anne Sénéquier. Bonsoir. Vous êtes médecin, chercheur à l'IRIS, auteur de La géopolitique tout simplement, avec Pascal Boniface aux éditions Erol. J'accueille à vos côtés Pierre Ouzoulias. Bonsoir. Sénateur communiste des Hauts-de-Seine, vice-président de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication ici donc au Sénat. Et votre voix compte double, si j'ose dire, ce soir, puisque vous êtes aussi archéologue et chargé de recherche au CNRS. Tout à fait. Une très bonne maison. Voilà. Olivier Lascar est également avec nous. Vous êtes rédacteur en chef du pôle digital de Science et Avenir, auteur de Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, aux éditions Aliso Science. Et puis bien sûr, Émilie Zapalski qui est restée avec moi et qui reste jusqu'à la fin de l'émission. Alors on va parler du Covid, on va parler des vaccins, on va parler du complotisme, tout ça. Mais d'abord une question toute simple. Est-ce que les Français ont perdu confiance en la science, Pierre Ouzoulias ? Alors c'est plus que la science, je pense qu'il y a une forme de défiance vis-à-vis de l'idée même du progrès. Le progrès a été constitutif de l'idéal républicain. Toute la Troisième République. Toute la Troisième République. Il y a eu beaucoup de gouvernements dans lesquels il y avait des savants, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a eu au Parlement beaucoup de savants, ce qui est moins le cas aussi aujourd'hui. Vous savez, on est 2 chercheurs au CNRS dans l'hémicycle au Sénat, ce qui montre qu'il y a un fossé qui, tout doucement, s'est creusé entre le savant et le politique, et tout ça participe d'une défiance vis-à-vis de toutes les institutions, mais notamment de l'institution scientifique, en effet. Alors, je vous donne quelques chiffres. Selon la grande enquête nationale Les Français et la science, une majorité de Français, pour être précis, 62% en 2020, déclaraient que la recherche, par exemple, apporte autant de bien que de mal. Et c'est une spécificité hexagonale. Oui, moi je dirais qu'il y a toujours une appétence terrible pour les sciences. Et quand moi je suis rédacteur en chef, par exemple, d'un site qui, au quotidien, cartographie l'actualité des sciences, c'est le site de Science et Avenir. Il est animé par des journalistes et on se rend compte, vu la force de frappe qu'on a sur les réseaux sociaux, on a plus de 2 millions de fans sur Facebook, par exemple. Donc il y a un public, c'est considérable. Il y a un public et il y a une vraie curiosité scientifique. En revanche, le changement, effectivement, c'est que je pense que jadis, la science était adossée à des figures quasiment mythiques, mythologiques, comme Louis Pasteur, Marie Curie, c'est-à-dire des personnes qui avaient un rapport désincarné à la science, c'est-à-dire qui travaillaient pour l'intérêt du public et uniquement du public, et on pensait que la science, c'était quelque chose qui ne pouvait générer que du bien. Et aujourd'hui, il y a ce glissement vers une situation où on se dit que, comme vous le disiez, autant de bien que de mal, voire peut-être quelquefois avec le développement des technosciences, avec le développement de l'industrie, des sujets dont on va sans doute parler, du mal peut ça génère des inquiétudes, mais là, ça génère des interrogations sur la finalité de la recherche scientifique, au fond. Oui, la finalité, oui, effectivement, mais ce mouvement de fond, il vient aussi du fait qu'on manque d'une pédagogie, non pas simplement des sciences, mais de ce qu'est la méthode scientifique. Et la méthode scientifique, c'est quelque chose de très spécifique, et ça n'a pas encore percuté dans l'esprit du public. Que la science, ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. La méthode scientifique, ce sont des chercheurs qui travaillent dans des labos. Une fois que leurs expérimentations, leurs manipulations sont faites, elles sont vérifiées, validées par d'autres scientifiques. C'est la fameuse validation par les pairs. Et une fois que cette validation elle est faite, les articles sont publiés dans la presse scientifique, mais la presse spécialisée, Science, Nature, The Lancet, dont on a beaucoup parlé. On va y venir. Alors, je vous donne un autre chiffre. Selon l'étude sur le développement de l'esprit critique des Français en 2021, c'est une grande étude qui a été menée auprès de plus de 3000 personnes pour universcience.fr, 53% des Français estiment que les théories scientifiques sont des théories parmi d'autres. Alors attendez, accrochez-vous à votre siège. Seuls 27% considèrent qu'on ne peut pas remettre en cause un fait scientifique. Ça, c'est inquiétant quand même, Anne Sénéquier, non ? Oui, c'est vrai qu'on est parti de la science et on est arrivé dans la croyance. Et la croyance, c'est je peux y croire ou je peux ne pas y croire. Et ça devient problématique, puisque les sciences, c'est une vérité fondamentale. La gravité est la même que vous soyez à Détroit, Bangkok ou Singapour, alors que là, finalement, on pourrait vous dire non, la pomme ne tombe pas à la même vitesse sur chaque continent. Ou penser que la Terre est plate. Ou effectivement que la Terre est plate et soutient une tortue qui avance sur l'univers, comme certains le pensent. Alors, on le dit à nos téléspectateurs, c'est faux. Ça n'est pas vrai. On va faire de la pédagogie ce soir. Je reviens effectivement, et je suis 100% d'accord avec cette histoire de la temporalité des sciences. C'est vrai que Marie Curie, Louis Pasteur, c'est facile aujourd'hui de les mettre sur un piédestal, parce que
qu'est-ce que l'on a d'eux aujourd'hui, les résultats, le positif, sur des dizaines d'années de recherche. On n'a pas vécu ce temps de la science et on a fait beaucoup de pédagogie au niveau des sciences, au niveau de la médecine ces 3 dernières années, mais on n'a pas appris à comment recevoir ce genre d'informations et de se rendre compte que finalement une information donnée le 7 janvier qui nous dit « ça n'est pas aéroporté », et une autre information qui nous dit le 12 février, si finalement ça a aéroporté, il faut commencer à mettre le masque, ça ne veut pas dire qu'on a essayé de duper quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on avait par raison d'un côté ou de l'autre, ça veut dire que la science, elle se nourrit de nouvelles informations, de nouvelles découvertes et que systématiquement, chaque fois, il faut remettre en cause tout ce qu'on avait mis en place parce que la science, et là c'est le vivant d'autant plus, donc c'est d'autant plus dynamique et changeant et il faut se réadapter à chaque fois. Alors, on va ensuite vraiment angler sur la crise Covid, mais encore une question de cadrage avec vous, Pierre Ouzoulias. Est-ce que c'est pas un phénomène généralisé, une forme de crise de confiance en général qui touche tout le monde? Parce que quand on regarde la part des Français qui font confiance à la science, elle reste élevée quand même. Hein. On va pas non plus faire une émission où on dramatise les choses à dessein. Non, les Français ont encore largement et majoritairement confiance en la science, mais cette part baisse. C'est ça le souci. Mais quand on regarde en comparatif, les scientifiques restent quand même loin devant les politiques, les PDG, et puis on va y venir peut-être les journalistes. Non, mais vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai été vacciné très rapidement. Aujourd'hui, je suis à la 4e dose, je le dis pour les téléspectateurs, parce que c'est le moment. C'est maintenant. Quand la vaccination par l'ARN est apparue, je ne connaissais pas le processus. Et moi, j'ai fait confiance en l'institution, parce que je savais qu'au sein de l'institution, il y avait des gens qui pouvaient m'assurer que tout le processus avait été fait de façon tout à fait efficace. Mais cette crise de confiance, elle touche toutes les paroles, tout ce qui vient d'en haut ou du sommet Bien sûr. Mais mes collègues sénateurs, quand ils ont vu Raoult sur le plateau, ils ont été rassurés finalement en se disant qu'il y avait un niveau de détestation du scientifique Raoult qui peut être supérieur à ce qui vivait sur le terrain. Voilà. Donc moi je trouve pas ça rassurant, mais je crois que ça participe d'une forme de défiance généralisée vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des partis politiques. Vous n'avez pas parlé des partis politiques, mais alors je crois qu'on doit être négatif. Là, vis-à-vis des chefs d'entreprise aussi. Chefs d'entreprise, bien sûr, et de la science en général. Et donc des journalistes qui doivent aussi se remettre en cause parce qu'on fait partie de nous tous, nous ici. Alors on essaie de faire du mieux qu'on peut, mais voilà, la parole journalistique est elle aussi touchée par ce discrédit généralisé. Oui, mais s'agissant des sciences, je pense qu'il y a une cerise sur le gâteau. Il y a un problème supplémentaire qui vient s'enchasser sur les autres, c'est que la science est ghettoisée dans les médias. Il y a extrêmement peu de paroles scientifiques dans les médias. Alors évidemment, il y a les médias de référence, il y a les grands journaux du soir, etc., qui ont sanctuarisé la place de la science. Mais finalement, la presse qui est vue, la presse qui est lue, les télés, les radios, combien d'effectifs de journalistes scientifiques peuvent-elles compter ? Extrêmement peu. La crise ça a un peu monté avec la crise Covid. Quand même. En tout cas, à ce moment-là, beaucoup de médias ont posé le doigt sur le problème. On se dit on peut plus continuer comme ça. Mais ce que j'aimerais bien savoir, c'est combien parmi eux ont effectivement engagé les scientifiques, les journalistes qui manquaient à leurs effectifs. Je pense que les chiffres seront significativement très très bas. Ce problème de culture, ça c'est par exemple très français. On va personne ne va dire « ne me parlez pas de Victor Hugo, je ne veux pas entendre parler, ça ne m'intéresse pas ». Par contre, les maths, les maths, c'est pas pour moi, la physique quantique, je vais être perdu, etc. Ça, c'est une sorte de pédanterie contre laquelle il faudrait aller. Et ça va, vous avez utilisé le mot de pédagogie. La pédagogie, la responsabilité des médias, c'est de montrer, comme ça a été dit dans le sujet, que les sciences, c'est pas quelque chose qu'il faut poser à côté et sur lesquels on va aller voir de temps en temps pour se distraire. La science, ça infuse partout, dans toute notre société. Et dans notre quotidien. Et donc, ça devrait être traité comme tel dans les médias. Oui, Émilie, vous dites. Moi, j'ai l'impression qu'on a du mal aussi à s'adresser à des gens qui pourraient douter, mais qui pourraient être convaincus. C'est-à-dire qu'on a d'un coup, on a soit les pro-sciences absolus, soit les anti-vax. Et on a du mal à avoir un discours pour des gens qui doutent et qui ont besoin d'être convaincus par des éléments. C'est vrai que le vaccin, ça fait peur quand il est développé très rapidement. On se pose des questions. Et comme on les met tout de suite dans les anti-vax, dans les complotistes, on les braque un petit peu, il me semble. C'est-à-dire qu'on pose des étiquettes un peu sur les gens. Rapidement. Alors, à qui la faute ? On va essayer d'y réfléchir, puis surtout, on va essayer de penser aussi à des solutions. Il y a un des exemples les plus récents, évidemment, c'est où cette défiance a pu se manifester, c'est la crise
crise Covid, une maladie inédite, une peur mondiale. Et vous en disiez un mot tout à l'heure, Anne Sénéquier, où on a entendu un petit peu tout et son contraire. En gros, tous les ingrédients étaient réunis pour cette petite crise de défiance et non pas de confiance. Les médecins, les scientifiques portent une part de responsabilité pour vous ? Il y a toute une temporalité aussi. 2020 fait en sorte qu'en amont, il s'est passé tout plein de choses qui fait qu'aujourd'hui, c'était mature, surtout sur une pandémie, pour prendre une importance telle. Il y a un péché originel autour de l'an 2000 d'une étude sur le vaccin trivalent de la rougeole qui était censé générer l'autisme chez les enfants vaccinés. C'est une étude qui a été publiée par The Lancet, et comme je disais tout à l'heure, c'est un peu la Bible de la médecine. Et finalement, il s'est avéré que cette étude ensuite a été retirée et invalidée parce que la méthode n'était pas bonne et que le docteur en question avait des intérêts financiers justement dans le fait de démontrer que... Alors, on va venir à tout ça. C'est très intéressant ce que vous dites. La question des vaccins, c'est vrai, où il y avait des germes, si j'ose dire, qui étaient déjà posés avant sur le Covid. Et puis, la question des conflits d'intérêts aussi. Mais je reviens quand même à ma question. Est-ce que les scientifiques, les médecins ont parlé trop vite, trop tôt, à tort et à travers, en direct, alors que ce n'était pas leur rôle, pendant la pandémie, pendant le déclenchement et la poursuite de la pandémie? On parlait du temps scientifique tout à l'heure, et ce que vous disiez ici était très vrai aussi, c'est-à-dire la validation par les pairs. Et aujourd'hui, pendant cette Covid, on a sacrifié ça sur l'autel de la crise sanitaire et de l'urgence du moment. Et du coup, il y a eu beaucoup d'informations qui sont sorties avant même que les articles soient relus, confirmés et validés. Et finalement, ça s'est fait sur la place publique. Même si ça a été invalidé 2 jours plus tard, finalement, ça n'a plus d'importance parce que à partir du moment où il y a des gens qui ont dit, les médecins qui ont dit grippette, d'autres qui ont dit... Oui, mais la problématique, c'est qu'on est aussi, encore une fois, c'était pas pour digresser sur cette histoire de Lancet, mais c'est qu'entre-temps, on a aussi vécu l'avènement de l'Internet, des médias sociaux, où tout le monde, justement, est en mesure de pouvoir donner son avis, et on tombe un peu dans la croyance et plus dans l'aspect scientifique. Et finalement, à partir du moment où une information est libérée sur les réseaux sociaux, elle va très très vite. Et une étude a sorti l'année dernière qu'une fausse rumeur médicale, une fausse rumeur tout court d'ailleurs, les fake news circulaient 6 fois plus vite qu'une vérité. Vous ne voulez pas dire que des scientifiques se sont trompés ou que des médecins se sont trompés? Mais les scientifiques se trompent tous les jours. Enfin, voilà, c'est ça, la science, c'est ça. La science, c'est essayer. La science, c'est essayer. Donc, ça marche. Parfois, ça ne marche pas, mais quand ça ne marche pas, on continue d'avancer. Mais ça se fait dans les laboratoires, dans les études, dans les expériences. Et une fois qu'après tâtonnement, on dit, tiens, là, j'ai un résultat, je vais le présenter à mes pairs, parce que c'est quoi la science? La science, c'est un résultat reproductible, peu importe qui est derrière les manettes et peu importe où ça se trouve. Donc, il faut aussi confirmer cela. Mais si on sort un résultat juste avant, finalement, on ne peut pas avoir confirmation de ce fait établi scientifique. Donc, oui, en fait, on a eu un mix de ce temps scientifique, de la libération de la parole, effectivement les anti-sciences, les pro-sciences, les conflits politiques aussi, parce que dans certains pays, la crise sanitaire a été gérée à travers les différents partis, les États-Unis par exemple, le Brésil également. Et finalement, on a tout plein de facteurs qui amènent à aujourd'hui cette défiance. Alors, elle n'est pas catastrophique, cette défiance, mais elle est suffisamment importante parce que qui sont ces personnes qui ont cette défiance? C'est ceux qui vont être le plus investis pour justement porter la parole. Ceux qui ont confiance ne passent pas leur vie sur Internet pour dire j'ai confiance, le vaccin est tout bon. On parlait de médecins, on parlait de scientifiques, on va évidemment parler d'une figure de cette période Covid, le professeur. Où est passé l'idole des antivax, ce professeur Raoult? Tout le monde se souvient de cet homme charismatique aux allures de prophète, barbu, cheveux longs, grande gueule, qui s'est imposé rapidement dans les débats publics. Oui, on voit ce combine. Donc dès mars 2020, il s'impose avec son remède miracle à base d'hydroxychloroquine, une potion magique, un élixir digne d'une BD de Lucky Luke, qui est habituellement utilisé pour soigner, pour soigner le paludisme. Donc le chercheur estime que c'est bon pour combattre le Covid et il présente pas forcément d'études en bonne et due forme. Non. Alors il profite du flou artistique qui caractérisait le début de la crise sanitaire et de sa gestion par le gouvernement. On se souvient de Sibeth Ndiaye
Papagaï qui nous expliquait l'inutilité du masque au tout début. Et le scientifique a vite réussi à convaincre bon nombre de citoyens, mais aussi des personnalités publiques et même des politiques. Parmi elles, Christian Estrosi, le maire de Nice, avait lui-même testé le traitement préconisé par Raoult. Il n'est pas le seul, hein, oui. Il concluait ça très sérieusement. J'ai fait confiance à ce médecin et je vais bien. Il faut faire confiance au professeur Raoult. Emmanuel Macron lui-même s'était rendu à Marseille en avril 2020. Une façon de montrer qu'il écoutait au-delà du conseil scientifique, mais c'était une manière aussi de légitimer quelque part la parole du professeur Raoult. Et face à la polémique qui enflait, Macron a fait de nouveau le déplacement en septembre 2021. Là, il est plus prudent, il prend sa défense tout en maintenant une certaine prudence. Le professeur Raoult est un grand scientifique, dit-il, mais même s'il faut admettre que ses prises de parole ont pu conduire à des réticences envers le vaccin. Comment s'explique ce succès du professeur Raoult? Il a profité du cafouillage un petit peu dont on parlait en matière scientifique et gouvernementale. Il en a rajouté un petit peu aussi. Voilà, il en a rajouté. On a remis en question, on l'a dit, la parole des institutions publiques, des autorités scientifiques. Il n'a pas hésité aussi à utiliser son autorité de chercheur et même son autorité naturelle tout court. On va écouter ses réponses quand il est auditionné le 15 septembre 2020 par les sénateurs. Je ne peux pas me retrouver à discuter avec des gens qui font une tribune en disant que je fraude et que je triche en mettant leur nom et ensuite faire une discussion avec. Il y a une limite, c'est plus des discussions scientifiques. Il y en a d'autres qui ont porté plainte auprès de moi, auprès du Conseil de l'Ordre. Et vous comprendrez bien que ma limite, c'est une des limites à ma convivialité. Je ne suis pas d'accord du tout avec vous, hein, bien sûr, sur aucun des points. Le premier point, c'est que la question n'est pas une question... Professeur, ce n'est pas un débat entre nous. Non, mais si vous avez des affirmations avec lesquelles je suis en total désaccord. Donc assez musclé. Et Raoult assume aussi ses contre-vérités, assurant des volte-face au moment propice. Il s'en fiche complètement. En février, il assure que le virus ne fera pas plus de morts que les accidents de trottinette, donc très peu. En mai 2020, il dit qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Ça, c'est en mai 2020. Car en juin de la même année, il décrète un nouveau pic épidémique. Donc j'en passe et des meilleurs. Résultat, les enquêtes judiciaires et administratives se multiplient. Même sa fille, spécialiste en médecine vasculaire, prend des distances. Elle porte plainte contre un de ses collaborateurs pour diffamation. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui, Didier Raoult? Alors l'homme a été démis de ses fonctions en septembre 2021. Il est remplacé depuis le 1er septembre 2022. À 70 ans, il est revenu à son métier d'enseignant. En fait, on peut dire que son ouvrage qui est paru en janvier 2022 résume assez bien la brèche dans laquelle il s'est engouffré. Son titre, c'est « Chronique pour une humanité en quête de repères », mais ce n'était pas forcément des repères scientifiques qu'il proposait. Bon, alors il y a eu les bons génies de la science, des mauvais génies, il y a ceux qui ont tâtonné, vous l'expliquiez, Anne Sénéquier, ça c'est pour la partie scientifique. Il y en a eu aussi un peu côté politique. Oui. Là, ils sont peut-être responsables aussi. Je pense à une petite phrase de Jean-Luc Mélenchon sur le vaccin, les surgelés, je ne sais pas si vous en souvenez. Un vaccin qui se fabrique à moins 60, vous et moi, si on n'y connaît rien en vaccin, on connaît au moins 2 ou 3 trucs sur le surgelé puisqu'on en consomme. Ce vaccin qui dépend d'une telle chaîne du froid, eh bien, il m'inquiète. Est-ce que c'est bien responsable? Bien responsable, ça? Non. Alors, sur Raoult, moi, je suis très reconnaissant. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'il se trouve qu'au même moment, pour l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, en train de faire un rapport. Voilà, avec le député Pierre-Henri, on avait fait un rapport sur l'intégrité scientifique. Alors dites-nous, pour les téléspectateurs, qu'est-ce que l'intégrité scientifique? C'est faire que des chercheurs aient des droits, bien évidemment, mais aussi des devoirs. Et le devoir, c'est de respecter scrupuleusement les protocoles scientifiques, les protocoles expérimentaux, de satisfaire la critique des pairs, de publier de façon correcte, etc. C'est ce que font la grande masse des chercheurs, vous pensez? Ou vous direz quel diagnostic vous posez? Non, c'est la grande masse. Mais il y a des tricheurs. Didier Raoult était un tricheur pour vous? Bien sûr, totalement. Alors, malheureusement, c'était connu de très longue date, parce que quand vous êtes chercheur et que vous publiez 2 articles par semaine, on peut avoir un doute quand même sur la qualité de ce que vous publiez. Donc c'était une petite entreprise. Vous écrivez vite peut-être, mais... Non, c'est que c'était tout son laboratoire qui était derrière la machine à produire du papier, et lui signait, ce qui est des pratiques qui sont tout à fait condamnables. Donc ça, ces déviances-là, ça nous a permis à nous, sénateurs, d'introduire dans la loi des dispositifs sur la fraude scientifique qui sont aujourd'hui reconnus comme les plus protecteurs au monde. Donc, vous voyez, à toute chose, malheur est bon. Voilà, donc ça nous a permis de ça. Sur les politiques,
même chose. Tout le monde s'est improvisé un peu épidémiologiste, et ça fait un mal de chien aux épidémiologistes, c'est vrai. Et ce qui a changé, c'est la starification de la science. Avant, quand vous étiez scientifique, vous communiquiez par votre laboratoire, par l'Académie des sciences, par des organes de médiation. Et là, des gens qui étaient en mal de notoriété se sont adressés à la totalité de l'humanité en oubliant ce qu'étaient leurs règles déontologiques. Donc ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, on doit sanctionner et la loi le permet. Olivier Lascar, je ne parle pas de vous en particulier, ni bien sûr de Sciences et Avenir, mais est-ce que les journalistes ont aussi une responsabilité dans cette crise Covid, d'avoir peut-être parfois monté en épingle des phénomènes scientifiques qui n'en étaient pas, ou s'être improvisés eux-mêmes médecins? C'est très difficile de refaire le match quelques années plus tard. Mais encore une fois, il faut faire une différence entre les médias. Tous les journalistes ne font pas leur métier de la même façon. Et les journalistes, par exemple, d'un organe comme Sciences et Avenir, ce sont des gens qui eux-mêmes ont un bagage scientifique assez sophistiqué. Donc ils ne vont pas interroger un spécialiste de l'immunologie comme ils vont interroger un épidémiologue. Ils savent que le même ne va pas avoir les mêmes types de réponses. Dans les médias tout-terrain, dans lesquels il n'y avait pas ce casting des bons journalistes, à partir du moment où quelqu'un travaillait dans le domaine de la santé, on a pu le sortir du lot, et s'il passait bien à la télé, on lui a fait dire ce qui pouvait être de nature à faire la bonne phrase qui ensuite serait reprise sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, les journalistes ont commis des erreurs. Même nous, je veux dire, on a traité en temps réel de cette crise. On a eu jusqu'à 17 millions de visiteurs sur le site de Sciences et Avenir mensuellement. Donc c'est considérable. C'est énorme. Et on a pu faire des erreurs, évidemment. Mais disons qu'on a approché le sujet avec toute la déontologie et la méthode qui est absolument vitale dans des cas comme cela, parce qu'il est question de vie ou de mort. S'agissant de Raoult, ce qui se passe aussi, c'est que les médias ont besoin de l'art du récit. Maintenant, on utilise le terme de storytelling. Et de personnages. C'était un sacré panoramique, ça. On avait la formule globale. On avait le personnage avec sa trogne. On avait la formule magique de la potion avec l'hydroxychloroquine. On avait le seul contre tous. Voilà, c'était merveilleux d'un point de vue de la narration. Et il a prospéré là-dessus. Il venait aussi, vous disiez, tout le monde savait, etc. Mais c'était quand même un personnage qui dirigeait une référence. Une institution, quand même. Donc il avait quand même un CV. Il a quand même un CV long comme le bras. Donc et des protections politiques. Si vous voulez, il y a des imposteurs qui, dans leur garage, du jour au lendemain, nous disent « j'ai trouvé la solution pour faire la fusion froide ». Bon, là, on n'avait pas la même typologie de personnage, donc c'est beaucoup plus délicat. Et quand, évidemment, on a quelqu'un qui a une grande gueule, bon, c'est plus difficile parce que quand face à lui, il a des journalistes qui ne savent pas du tout, qui étaient à l'économie ou au foot et qu'on leur demande de traiter le Covid, c'est dramatique. Donc ça pose une question sur l'économie de la presse, quoi. C'est vrai. Alors, la critique de la science, elle s'est cristallisée sur la question des vaccins, notamment pendant la crise Covid. Même si la remise en cause de la vaccination, et vous nous en disiez un mot tout à l'heure, ne date pas d'hier, mais c'est plus long. Il y a cette affaire de rougeole que vous citiez. Il y a peut-être aussi l'hépatite B. Si on va aller plus loin, finalement, la première succès de la vaccination, c'est toutes ces maladies infantiles qu'on a réussi alors pas à éradiquer, mais à diminuer dans tous les pays du monde. On a eu l'éradication de la variole, c'est le premier succès derrière lequel on a lancé l'éradication de la polio. Et ça fait 32 ans aujourd'hui qu'on essaye, on a un vaccin qui fonctionne et on n'est toujours pas arrivé à éradiquer la polio. Pourquoi ? Parce qu'il y a une crise de confiance avec les vaccins. Quand est-ce qu'elle apparaît ? Dans les années 2000, en fait, il y a plusieurs aspects. Il y a effectivement ce qu'on venait de parler tout à l'heure, cette enquête, enfin pas cette enquête, cette étude qui mettait un doute, l'émergence de Facebook, d'Internet, qui a été une caisse de résonance très importante. Et finalement, l'invalidation de l'étude par le Lancet n'a pas suffi justement à taire ces doutes. Et finalement, ça a fait un petit peu tache d'huile ici et là, jusqu'au point où la rougeole a repris de l'ampleur partout dans le monde. Derrière ça... Et peut-être aussi qu'on se méfie des labos, non ? Avec les scandales sanitaires qu'on a pu avoir. Alors, je parlais du vaccin sur l'hépatite B qui n'était pas certain. Oui. Il y a eu des ratés. Bien pire sur des labos pharmaceutiques. Il y a eu des ratés, c'est vrai. On pose des choses comme ça. Tout ce qui vient de l'industrie pharmaceutique est objet de suspicion aujourd'hui ?
disons qu'on est partagé entre finalement la suspicion qui est insufflée par justement toute cette pression autour de la défiance, de la croyance justement et plus du fait scientifique. Et en même temps, comment voulez-vous que quelqu'un qui n'est pas dans le domaine de la recherche, de la vaccination, puisse savoir finalement si ce qu'on lui dit est vrai ou pas. Parce que ce que vous disiez sur les journalistes est vrai aussi dans la population générale. On a quelques bases de science, on a quelques bases de connaissances médicales, mais en même temps, quand on nous dit tiens, la RNM, c'est un petit messager qui va venir et générer des morceaux pour faire de la vaccination, on se dit oui, mais finalement, est-ce que ça ne pourrait pas faire autre chose? Alors, je vous arrête parce qu'on va en parler tout de suite de ça avec Steve Jourdain. J'espère a bien travaillé son sujet et n'a pas fait... Voilà, parce que j'ai pu. Raconte pas n'importe quoi sur la science. La crise Covid a donné naissance à toute une série de fake news sur ces vaccins, Steve. Parmi les aberrations entendues, il y avait cette fameuse histoire de puces 5G, c'est ça? La faute à Bill. Bill Gates aurait eu l'intention de nous implanter des puces 5G avec le vaccin contre le Covid. C'était une fausse information qui circulait beaucoup à l'époque sur les réseaux. Le cofondateur de Microsoft aurait créé le virus de toutes pièces pour prendre le contrôle de la population mondiale en nous injectant des puces de géolocalisation. C'est évidemment une fake news. Dites-le, c'est évidemment une fake news. Elle s'appuie notamment sur le fait que la fondation Gates, la fondation Bill et Melinda Gates a mis de l'argent pour développer un vaccin contre le Covid. Depuis janvier 2020, la fondation a donné plus de 2 milliards de dollars aux différents instituts et laboratoires de recherche. Et puis on précise en passant qu'il est techniquement impossible d'injecter un traceur GPS par l'intermédiaire d'un vaccin. Alors, autre rumeur, le vaccin contre le Covid va nous modifier génétiquement. Ça, c'est ce qu'avançait une ancienne chercheuse de l'INSERM, dont on ne citera pas le nom par charité chrétienne ou par prévention. Mais... Ouais, c'était pas la seule. Certains médecins controversés ont affirmé effectivement que le vaccin à ARN messager, s'apparentait à un traitement. On a entendu que le vaccin contribuait à modifier nos gènes. C'est une théorie qui est évidemment complètement fausse. Elle est fondée sur une mauvaise compréhension du fonctionnement de l'ARN messager, cette technologie qui a déboulé dans nos vies à l'occasion de la pandémie. En fait, il s'agit d'un code transmis à nos cellules qui permet de demander à notre système immunitaire de fabriquer certaines protéines, mais il n'y a pas de modification du noyau de nos cellules et donc pas de transformation de notre patrimoine génétique, Mathieu. Autre rumeur, de toute façon, les labos ne sont pas responsables en cas d'effet secondaire. Ouais, les fabricants de vaccins n'auraient aucun compte à rendre en cas d'effet indésirable. C'est une fake news qui a même été colportée par certains responsables politiques, Marine Le Pen pour ne pas la citer. En fait, la Commission européenne l'a rappelé à plusieurs reprises. Oui, les laboratoires restent responsables en cas d'effet secondaire. C'est une règle générale qui s'applique aussi aux vaccins contre le Covid, Mathieu. On vaccine, mais le virus ne tue pas. Ça, c'est aussi une petite musique. Le vaccin serait simplement destiné à faire gonfler le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique. C'est une idée qui a beaucoup circulé et qui circule encore d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On rappelle que le Covid a officiellement tué plus de 6 millions de personnes à travers le monde, plus de 2 millions rien qu'en Europe. 160 000 personnes sont mortes en France depuis 2020. Et à l'heure où l'on se parle, le Covid continue de tuer. La semaine dernière, on a comptabilisé plus de 400 décès en 7 jours dans l'Hexagone. Bref, vaccinez-vous. Faites le rappel, c'est important, Mathieu. Merci beaucoup, Steve. Parmi les autres motifs peut-être de cette crise de défiance, il y a la question, vous parliez de l'intégrité scientifique, Pierre Ouzoulias, mais cette question aussi des conflits d'intérêts qui a pu naître entre la science, traditionnellement le secteur public, et le secteur privé. De quand date cette suspicion et comment on la combat ? Elle date d'une transformation du mode de financement de la recherche publique qui, privé de ressources, est allé chercher à l'extérieur et notamment vers les grandes entreprises pharmaceutiques les moyens d'assurer leur recherche. Donc les chercheurs ont été obligés d'aller chercher leurs fonds ailleurs et ils se sont trouvés naturellement en conflit d'intérêts. Donc moi je défends des fonctionnaires qui fonctionnent, qui travaillent, qui font de la recherche avec des crédits publics, parce que c'est ce qui permet leur véritable indépendance et ce qui permet aux politiques ensuite d'être assurés de leur expertise complètement indépendante. Et on a besoin de ça. Il faut rejeter par principe tout cofinancement public-privé, tout labo de recherche poussé par des entreprises mais il faut considérer que sur certains domaines clés, l'État doit mettre les moyens pour s'assurer que l'expertise est
est totalement indépendante, parce que c'est ce qui lui donne de la valeur, et notamment pour les politiques. Pas partout, mais on choisit des domaines où on dit, ben voilà, sur la vaccination, on veut remettre en place toute une filière financée sur fonds publics. Et ça, je pense que c'est important. On a besoin de ça. Parce que pour le coup, on a eu des histoires de cofinancement pour la vaccination. Il faut rappeler quand même que c'était une prouesse absolument incroyable, scientifique. Mais tous les chercheurs sont en conflit d'intérêts parce qu'on les oblige à aller chercher de l'argent ailleurs. Vous vouliez réagir, Anne-Sénéquier? Oui, je pense que la science, en fait, il faut réintroduire le principe de réalité. La science, tout n'est pas beau et tout n'est pas merveilleux parce que, tout simplement, ça s'inscrit un petit peu dans le fonctionnement du monde. Donc, il y a de la science qui a envie de faire avancer les choses. On parlait de progrès, je pense qu'il faut redéfinir progrès aussi dans ces dernières années. Et puis ensuite, effectivement, pourquoi on va chercher des financements dans le privé et pourquoi, justement, les intérêts économiques viennent privilégier les intérêts de santé publique et du bien-être de tous, parce qu'il n'y a pas de financement. Aujourd'hui, la fondation Bill et Melinda Gates, c'était le deuxième contributeur de l'OMS, tout simplement parce que les États eux-mêmes, avec leurs contributions pourtant obligatoires, n'amenaient pas assez d'argent pour permettre le fonctionnement de l'OMS. Et c'est la même chose finalement. On a parlé encore une fois de cette fondation Gates qui travaille énormément avec les vaccinations en Afrique, mais parce que aussi il y a un désinvestissement de la santé, parce qu'elle est considérée comme un coût et pas comme un investissement. Mais en France aussi, la santé est considérée comme un coût. Ça fait combien d'années qu'on dit que l'hôpital est en déshérence? On l'a tellement dit souvent de fois qu'on ne l'écoute même plus. Mais aujourd'hui, on a nos 3 épidémies, bronchiolite, grippe, Covid. On a un hôpital exsangue qui n'arrête pas de crier qu'ils n'ont plus de budget. Ils se font attaquer pour se faire rançonner 10 millions d'euros ou de dollars pour ne pas se faire remballer les données de santé sur la place publique. Aujourd'hui, on manque vraiment d'investissement envers la santé, envers la médecine, mais de la part du public, de la part de l'étatique, de l'OMS et de toutes les institutions gouvernementales. Oui, je voulais dire au niveau international comme au niveau national. Parce qu'il faut expliquer que le secteur privé aussi a parfois poussé un peu la roue dans, j'allais dire, du mauvais côté. Absolument. Avec la propagande, il faut le dire. Oui. Je pense aux sommes folles dépensées par l'industrie du tabac, notamment américaine. Il y a eu des collusions. Que c'était pas nocif, ou ce qu'a fait les industries des énergies fossiles pour nous dire qu'il n'y avait pas tellement de réchauffement climatique. Il y avait quand même une part de chercheurs qui se sont prêtés à ces études. Je ne sais pas si c'est des fausses études ou des vraies études ou télécommandées, comme on peut dire. C'est quand même de la fausse science, puisque c'est de la science financée. Le principe de la science, c'est qu'on ne sait pas quel est le résultat qu'on va obtenir. Et là, c'est un résultat qui est télécommandé, en quelque sorte. Donc, des personnes malhonnêtes existent dans tous les corps de métier. Et des scientifiques malhonnêtes comme ceux-là, comme ceux que vous venez de citer, ça a pu exister et ça existe encore, malheureusement. Donc, il y a les conflits d'intérêts, il y a les liens d'intérêts qui sont encore autre chose. Comment on les règle, ces deux questions? Vous pouvez expliquer aux téléspectateurs, conflit d'intérêts, lien d'intérêts, c'est pas... Le lien d'intérêt, aujourd'hui, un chercheur peut être invité à prendre la parole dans un colloque. Il peut être invité à un déplacement. Alors, pas forcément sous les tropiques, mais on peut rencontrer des gens intéressants aussi sous les tropiques, pourquoi pas. Mais en tout cas, des prises de parole comme ça qui sont payées par une puissance invitante, et il faut le déclarer. Et ça ne va pas infuser sur ces recherches. Dans d'autres... La réglementation oblige les chercheurs à déclarer. Il faut le redire aussi aux téléspectateurs. C'est-à-dire les scientifiques ne font pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe quoi. Non, absolument pas. Et en revanche, il y a aussi des gens... Il y a eu une affaire avec Total il y a quelques temps aussi, avec un chercheur dont on s'est rendu compte qu'il était financé par Total, et pendant des années, il avait dit que les effets du réchauffement climatique étaient pas si importants que ça. Donc ça existe. Il y a un point sur lequel j'aimerais bien revenir, parce qu'on a parlé beaucoup des fake news et de la façon dont elles se diffusaient abondamment avec le web et avec les réseaux sociaux. Donc moi, je défends un peu ma paroisse, vous allez dire, puisque je suis rédacteur en chef du numérique. Mais les réseaux sociaux et Twitter notamment a été aussi un accélérateur de science pendant le Covid. C'est-à-dire qu'on a essayé d'expliquer comment la science se faisait avec des revues par les pairs, une validation très longue qui peut prendre des années. Pendant le Covid, comme on était dans l'urgence, les papiers, on parle de préprint, c'est-à-dire d'articles qui n'ont pas encore eu cette validation, étaient publiés directement sur Internet, et la discussion se faisait en direct, à ciel ouvert, en ligne. Donc de cela, il a pu aussi ressortir des choses très positives, des choses négatives aussi, parce que cette exposition a fait que des études
qui n'étaient pas encore validées ont pu accrocher la lumière et on a pu en parler alors que c'était un mauvais escient. Mais à d'autres moments, ça a permis de faire de la science à ciel ouvert, d'ouvrir la boîte aux algorithmes. Et on le dit souvent à Sens Public, les réseaux sociaux sont surtout des outils. Alors après, l'usage qu'on en fait peut être mauvais ou bon, mais voilà, c'est vrai qu'en l'occurrence, ça a été un accélérateur, ces réseaux sociaux, à la fois des mauvaises infos comme des bonnes infos. Juste, est-ce qu'au fond, la façon de résoudre, c'est pas d'abord un problème d'éducation et de culture scientifique au sens large pour à la fois les enfants et même pour une partie des personnes politiques. Oui, de morale et d'éthique aussi. Parce que c'est des choses qu'on oublie un peu aujourd'hui. Alors, de morale et d'éthique de la part des émetteurs d'informations scientifiques. Oui, de tout le monde, et puis même de ceux qui reçoivent l'information aussi. C'est-à-dire je pense que ce qui est tout à fait essentiel, notamment à l'école, c'est refonder un sens critique. Aujourd'hui, on est complètement submergé par l'information. Et ce qu'il faut faire, notamment à l'école, c'est apprendre aux enfants de trouver des moyens pour sélectionner les informations et essayer de les vérifier par d'autres biais. C'est-à-dire faire, par rapport aux réseaux sociaux, ce que vous, journalistes, vous faites par rapport à l'information. L'information des réseaux sociaux, elle est non traitée. Donc il faut la vérifier, il faut la croiser. Il faut expliquer aux jeunes qu'il ne faut pas la prendre comme une science infuse. Au contraire, ce qui est important, c'est l'esprit critique. Ça, c'est fondamental, même pour les politiques. Ça peut aider. La responsabilité des politiques, elle est énorme, parce que monsieur le sénateur est l'arbre qui cache la forêt. Quand il dit tout à l'heure qu'il y a deux chercheurs dans l'hémicycle, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le personnel politique français ne s'intéresse pas aux sciences. Et il n'a pas les... On a eu une ministre de la Santé, Agnès Buzyn... France n'est plus ministre. On a eu Madame Merkel, Madame Merkel en Allemagne, qui était physicienne de formation, qui avait le bagage qui lui permettait d'aborder des sujets à thématiques scientifiques et technologiques avec le recul et la... Elisabeth Borne est polytechnicienne. Oui, mais on a quelques exemples qui sont... C'est vrai que Mme Borne est polytechnicienne. C'est vrai, j'avais oublié qu'elle était polytechnicienne. Peut-être qu'il y a eu aussi des manques, parce que vous dites, oui, l'éducation, mais sur la communication, sur la vaccination, même encore aujourd'hui, pour rendre plus clair, faire comprendre ce que c'est exactement, montrer les risques ou pas. Il y a eu quand même des effets secondaires qui ont été mentionnés, mais beaucoup plus tardivement. Donc on a envie de savoir. C'est vrai que les citoyens sont informés sur tout ça. Et pour revenir sur le financement, je pense qu'on a vu que l'Europe avait un rôle important pour les masques, pour tout ça, et probablement elle pourrait avoir un rôle important sur le financement, même si c'est pas tout à fait dans ses compétences à l'heure actuelle. Et pour finir, Anne Sénéquier, est-ce que l'essentiel aussi à faire comprendre aux gens, c'est que le temps scientifique est un temps particulier? Le temps scientifique... Qui n'est pas un temps médiatique, qui n'est pas un temps politique. C'est pas un temps de l'immédiateté, en l'occurrence. Il faut le voir de l'extérieur, c'est-à-dire prendre du recul. Et effectivement, là, on est dans une réponse au ici et maintenant. On fait face à la situation. Mais après, finalement, la situation avance. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'il est aussi important de faire la différence entre un message scientifique et un marketing agressif et pathogène, où on a pu justement voir des messages d'industriels vantant la cigarette, vantant les bénéfices qu'ils pouvaient faire, d'avoir une voiture qui leur apportait la liberté et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs chemins qui sont possibles pour améliorer cette compréhension et essayer de faire les bons choix au bon moment. Et puis renforcer, on ne le dira jamais assez sur ce plateau, l'éducation scientifique, bien sûr, de nos enfants, mais aussi des concitoyens. Et donc, invitons tout le monde à lire la presse scientifique et de vulgarisation scientifique. Ce n'est pas un grand mot, la vulgarisation scientifique. Au contraire, ça permet de comprendre le monde qui nous entoure et ses enjeux. Merci à tous d'avoir participé à ce débat passionnant. Alors, on n'a pas tout résolu, on a essayé de poser en tout cas quelques éléments qui nous permettront de développer peut-être votre esprit critique. C'est Philippe Juvin qui sera demain l'invité de la matinale de Public Sénat, député LR et chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et à bientôt.